Je reprends le cours d'analyse chimique et cristalline pour la troisième semaine. Donc, on s'était laissé sur le principe de résolution. Euh, je vais poursuivre. Et ce que je vais faire pour cette capsule-ci, je vais terminer tout ce qui concerne l'analyse spectrale à émission optique par excitation par étincelage. Donc, je vais terminer le chapitre en me concentrant cette fois-ci sur deux aspects de l'analyse, soit les détecteurs, la façon qu'on détecte le signal, certaines caractéristiques propres aux détecteurs qui vont influencer la qualité du résultat. Je vais parler aussi un petit peu aussi au niveau de la préparation de l'échantillon, différents aspects qui sont très importants dans l'analyse spectrale pour s'assurer que au final l'analyse, premièrement pour que le spectromètre puisse bien fonctionner, que le spectromètre soit en mesure de faire émettre les différentes signatures spectrales des différents éléments contenus dans un échantillon. Et puis aussi, du coup que l'excitation a été réalisée, ben, faire en sorte que les résultats qu'on obtient, que le spectromètre fournit, en l'occurrence donc les concentrations massiques des éléments dans un échantillon, soient fiables ou représentatives, disons. Donc, les détecteurs CCD, ce sont des matrices de silicium. On en avait parlé un petit peu, je pense, j'avais commencé à aborder le sujet à la dernière capsule. Ils sont capables, de manière générale, là, ils agissent comme des accumulateurs de charge lors de la réception de la lumière. Donc, par le phénomène, ils exploitent tout simplement le phénomène photoélectrique. Lorsque les photons traversent les atomes, ils rencontrent les électrons distribués sur les différentes couches des nuages électroniques des atomes. Et les électrons sont percutés par les photons et ces électrons-là quittent les atomes et contribuent à charger un condensateur. Et plus il y a de photons qui arrivent et qui traversent les atomes, plus il y a d'électrons percutés, plus il y a d'électrons qui sont transférés vers un accumulateur. Et on peut donc après ça décharger les électrons et faire une corrélation entre quantité d'électrons chargés et déchargés et quantité de photons qui ont traversé les atomes. Et ces photons-là, ben, ils proviennent eux-mêmes des éléments dans l'échantillon. Donc, la quantité de photons, bien entendu, va être reliée à la quantité d'atomes contenus dans un échantillon et donc la concentration massique. Le domaine spectral de CCD de détection, en général, c'est compris en 400 et 1000 nanomètres. C'est pas tout à fait vrai. Ça peut aller, ça va en réalité en bas de 400 nanomètres, parce qu'on utilise les UV, entre autres, pour détecter certains éléments comme le carbone, entre autres. Mais l'efficacité est beaucoup moindre. Donc, de sorte que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclairer les UV par le derrière du détecteur, de manière à aller chercher une meilleure efficacité. Donc, les détecteurs sont constitués de plusieurs colonnes de pixels, donc disposées sur une barrette ou sur un support, si on veut, de façon à recevoir une longueur d'onde bien précise. Donc, chaque rangée de pixels est placée sur la barrette, qui elle-même est placée sur une matrice, sur un détecteur, sur un bloc de détecteur, qui lui-même est placé à un endroit bien précis par rapport au réseau de diffraction. Donc, on a tout un ensemble de rangées de pixels et chaque rangée de pixels est donc placée au final dans l'ensemble du cercle de Roland pour recevoir une seule longueur d'onde. Donc, chaque colonne de pixels est capable de recevoir qu'une seule longueur d'onde. Donc, il est placé exactement dans la direction par rapport au réseau de diffraction qui une direction unique qu'une seule longueur d'onde bien précise va vers laquelle une seule longueur d'onde bien précise provenant d'un élément bien précis va se diriger. Donc, lorsqu'on se met à la place d'une colonne de pixels, mais lorsqu'on reçoit de la lumière, par exemple, si vous êtes une colonne de pixels placée de telle façon à recevoir une longueur d'onde, je prends un exemple là, bien, que j'imagine dans ma tête, là, la 550.16 nanomètres, que seul le chrome, par exemple, émet,
et qui est utilisé pour la détection du chrome, ben lorsque cette rangée de pixels-là reçoit de la lumière, c'est forcément la longueur d'onde de 550,16 nanomètres. Et donc, aussitôt qu'il y a un courant, aussitôt que le système, l'ampèremètre relié à ce pixel-là, reçoit et est chargé au niveau de sa partie de condensateur et des charges de courant, ça veut tout de suite aussi dire pour le système que dans l'échantillon, il y a présence de chrome. Donc, aussitôt que la lumière elle est détectée, que des électrons sont chargés dans le condensateur par effet photoélectrique, il y a déjà l'aspect, disons, qualitatif. Qualitatif, ça veut dire est-ce que l'élément est là ou pas. Ben déjà, là, le travail qualitatif est déjà effectué, ne serait-ce que par le chargement d'une certaine quantité d'électrons dans le condensateur. Et là, après ça, là, c'est lors du déchargement des électrons avec l'ampèremètre qui va lire le courant, que là, le travail, disons, quantitatif, donc compter les électrons, et ensuite, en bout de ligne, à l'aide d'une courbe de calibration, finir par obtenir la concentration massique en chrome. Donc, les photons arrivant sur le groupement de pixels, donc c'est pas seulement une rangée de pixels, la rangée de pixels, en le fond, c'est la combinaison d'une rangée de quelques rangées de pixels qui est placée de telle sorte à recevoir une longueur d'onde, tout dépendant de la résolution du système optique, mais fait en sorte que ces derniers se chargent en électricité, comme je viens d'expliquer. Donc en électrons, il y a donc une accumulation d'électrons dans les pixels ou dans la partie condensateur des pixels. La grandeur de l'accumulation est directement proportionnelle à la quantité de lumière reçue. Lorsque l'émission de lumière est terminée, les pixels déchargent les électrons accumulés sous forme de courant électrique et l'intensité du courant électrique émis est donc proportionnelle à la concentration de l'élément analysé. Donc vous voyez que c'est pas de la magie. Le spectromètre, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise tout simplement des phénomènes en électricité, en physique, et on les exploite et on organise, et on fabrique des composantes de manière à exploiter euh, le comportement des électrons et des atomes et des photons pour avoir finalement ce que nous intéresse en bout de ligne, là, la concentration d'un élément dans un métal. Le temps, donc mode de fonctionnement encore, quelques détails concernant les détecteurs CCD. Les détecteurs CCD, juste en passant, j'ai oublié de le dire, mais c'est exactement les mêmes détecteurs qui sont utilisés dans les appareils photo, même les appareils cellulaires. Donc, ce sont des capteurs de lumière, tout simplement. Donc, c'est la même chose. C'est le même type de composante à base de silicium. Donc, le temps d'emmagasinage des électrons est un paramètre ajustable par l'utilisateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité d'électrons que peut recevoir la partie condensateur du pixel est limitée. Donc, ça sature au moment à peu près à 500 000 électrons. Donc, le nombre d'électrons va être quantifié par un convertisseur analogique numérique. Donc, je vous ai montré un petit peu le principe de fonctionnement à la dernière capsule. Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est la limite de détection qui correspond à la sommation des différents bruits. Donc, qu'est-ce que la limite de détection? Ben, la limite de détection, c'est il arrive une concentration en bas de laquelle le système n'est plus capable de mesurer la quantité d'électrons qui est chargée à cause de la longueur d'onde. Donc, imaginez que vous avez une situation où vous avez un élément à l'état de trace, donc très peu concentré. Euh, mettons si on parle du carbone. Donc, imaginons un spectromètre qui est pas capable d'analyser en bas de 0.01. Okay? Mais tout ce qui est en haut de 0.01, donc il va y avoir davantage d'électrons qui vont être chargés parce qu'il y a plus, et donc le, le, je dirais la lumière correspondant au carbone, la frange lumineuse va être plus intense, et là, il va y avoir une quantité d'électrons plus importante. Mais si le carbone est d'en bas de 0.01, oui, il va y avoir une quantité de lumière détectée, mais ce qui arrive, c'est que il faut savoir que les pixels, les détecteurs émettent toujours du signal, même quand on n'analyse pas un échantillon.
Donc, ça prend pas beaucoup de choses pour faire en sorte que des électrons puissent être chargés au condensateur. Donc, il y a toujours un signal constamment. Même présentement, on se parle, là, puis probablement, donc, la salle de spectrométrie, elle est fermée. Il n'y a pas personne qui utilise le spectromètre présentement où vous m'écoutez. Ben, sachez que les détecteurs reçoivent constamment des photons, ok, qui viennent de la chambre, qui viennent de l'extérieur. Pas forcément, donc c'est pas des franges lumineuses. Il y a ce qu'on appelle le bruit d'obscurité, dont on va parler tantôt, qui génère un signal constant sur les détecteurs. Donc les détecteurs sont capables de détecter jusqu'à 1000-1200 nanomètres. Donc entre 700 et 1000-1200 nanomètres, là, on est dans l'infrarouge. Donc, sachez que vous-même, vous émettez des infrarouges. Tous les objets qui vous entourent émettent du rayonnement infrarouge. Euh, donc, c'est sûr que pour réduire ça, à l'intérieur du spectromètre, il fait complètement noir pour essayer de réduire le plus possible la quantité de rayonnement provenant des composantes à l'intérieur qui émettent vers les détecteurs. Mais même quand il fait noir, nous, notre œil, ça veut dire qu'il n'y a pas de longueur d'onde émise entre 400 et 700 nanomètres. Ça, c'est ça, c'est la gamme de longueur d'onde que notre œil est capable de détecter, donc dans le domaine du visible. Mais lorsqu'on tombe dans des longueurs d'onde plus longues, dans les infrarouges, ben, ça émet. Euh, donc notre œil n'est pas capable de le voir. Mais notre peau, elle, par contre, serait capable de le sentir. Donc vous pourriez, par exemple, être dans une pièce très très noire. Il n'y a aucune lumière visible qui passe. Vous êtes vraiment dans le noir complet. Mais si on approche de vous un objet relativement chaud de votre peau, ben vous allez sentir, votre peau va sentir la chaleur. Donc il y a du rayonnement. Et donc, puisque les composantes à l'intérieur de l'appareil sont à une certaine température, donc imaginons la température de la pièce, ben à la température de la pièce, il y a un rayonnement qui se fait. Donc, il y a des photons qui arrivent constamment sur le détecteur et ça charge un signal qui s'ajoute à un signal provenant d'un échantillon. Donc, si advenant le cas où on a, par exemple, on analyse le carbone qui est très faiblement concentré dans un acier, mais que le niveau de signal de la longueur d'onde du carbone n'arrive pas à dépasser le niveau de signal provenant des infrarouges, des composantes autour des détecteurs à l'intérieur du spectromètre, mais on fera pas, on n'arrivera pas à faire la différence. On ne sera pas en mesure de détecter le niveau de signal. Il faut que le niveau de signal de l'échantillon dépasse au moins par un facteur 3, la hauteur du pic là, de la frange lumineuse, puisse dépasser par un facteur 3 le niveau de ce qu'on appelle le bruit. Et au bruit total est inclus le bruit d'obscurité. Donc ça, j'en parlais un petit peu plus ici. Là. Vous voyez, bruit d'obscurité. Vous avez un graphique qui montre ici euh, l'intensité du signal sur une échelle logarithmique, donc les électrons par pixel par seconde, autrement dit, c'est le nombre d'électrons chargés par pixel par seconde en fonction, ben c'est des groupes, hein, c'est pas un nombre d'électrons, là, c'est un paquet d'électrons. Euh, et puis, en fonction de la température du détecteur. Donc, ça va de moins 40 à 30 degrés C. Donc, vous voyez, ne serait-ce qu'à cause de la température du détecteur, de la température de l'environnement du détecteur à l'intérieur du spectromètre, bien, vous voyez que plus il fait chaud dans le détecteur, ou plus les matrices de silicium sont chaudes, plus elles génèrent de signal. Et c'est exponentiel. Donc, vous voyez, c'est très faible pour des températures là, en bas de, disons, moins 30, moins 40. Et puis, ça augmente exponentiellement avec la température qui, elle, évolue de manière linéaire. Donc, vous voyez, là, par exemple, lorsqu'on passe d'à peu près moins 40 degrés C, on est à peu près à 0.02, puis qu'on atteint 0 degrés C, ben, ça a multiplié par plus de 100 l'intensité du signal, le bruit. Et lorsqu'on passe de 0 à 20, ben, vous voyez, là, ça augmente encore là, par un facteur à peu près 50 selon l'échelle. Donc, c'est important,
c'est un signal qu'il faut tenir compte dans l'analyse qui limite du moins la détectabilité des éléments très peu concentrés dans un échantillon. Ce qui fait que lorsque vous allez faire votre lab avec le spectromètre, vous allez remarquer à chaque fois qu'il y a certains éléments qui sont prévus dans l'analyse dont le résultat apparaisse en bleu, avec un signe plus petit. Ça veut dire quoi, ça? Comme par exemple, si j'analyse tiens, de l'aluminium, puis qu'on analyse ça donne qu'il n'y a pas de zinc, très très peu de zinc, okay, dans l'aluminium. Mais si sa concentration en zinc dans l'échantillon est inférieure à la quantité que le spectromètre est capable de détecter, comme par exemple, si le spectromètre indique qu'il n'est pas capable de détecter en bas de 0,05% de zinc, puis que dans l'échantillon, il y en a 0,02, mais le spectromètre ne sera pas capable de nous dire qu'il y a 0,02. Il va juste être capable de dire, ben, il y en a en bas de 0,05, mais je ne sais pas combien. Mais je sais qu'il y en a en bas de 0,05. Fait que le spectromètre va nous l'exprimer dans le résultat par un signe plus petit que 0,05 écrit en bleu pour mettre en évidence le fait que l'élément est trop peu concentré pour être analysé précisément. Donc, c'est comme ça que le spectromètre va nous dire qu'un élément n'est pas détectable dû à sa trop faible concentration. Donc, le signal de la longueur d'onde provenant du zinc est inférieur au bruit. La température du détecteur lui-même génère un transfert d'électrons et donc un signal qui s'ajoute, là, une petite faute ici, je vais la corriger tout de suite. Excusez-moi parce que je prends le temps de corriger toutes les erreurs. C'est des PowerPoint qui sont assez récents. Fait que des fois, on se dépêche à les faire. Là, donc, s'ajoute aussi des ondes lumineuses. Voyez-vous, il y en a une autre ici. Et il y en a une autre là. Excusez, hein, je fabrique mes PowerPoint en même temps que je donne mes cours. Donc, il est pas attendu. Ça, c'est parfait ici. Donc, il n'y a pas de faute ici. Parce que sinon, forcément, avec l'âge, j'ai 50 ans, fait qu'on oublie facilement certains détails comme ça. Donc, j'essaie de les corriger en temps réel du moment où je les vois pour ne pas les oublier. Donc, la sortie du CCD est proportionnelle à l'exposition, le temps d'intégration est l'éclairement à la surface du capteur. Donc, la sortie du signal, là, c'est fonction de deux choses. Donc, le temps d'intégration et puis le signal lui-même. Le signal de sortie peut être amélioré en augmentant le temps d'intégration et des temps d'intégration longs sont généralement utilisés pour les applications à faible niveau lumineux comme dans les spectromètres. Donc, pour certains types de bruit, on peut augmenter la limite de détection de certains éléments en augmentant le temps d'exposition de la lumière, de la longueur d'onde. Donc, on peut faire ça, on peut ajuster en jouant sur certains paramètres avec nos spectromètres lorsqu'on veut aller essayer d'aller chercher un signal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va charger plus d'électrons de cette longueur d'onde-là parce qu'on l'expose plus longtemps. Fait que le plus d'électrons qui vont avoir l'occasion d'être chargés au condensateur pour essayer de chercher un signal. Mais ça ne permet pas de corriger le bruit d'obscurité parce que non seulement vous donnez plus de temps à la frange lumineuse qui nous intéresse d'être exposée, mais vous laissez plus longtemps exposer aussi les sources de rayonnement infrarouge. Donc, pour certains types de bruit, on peut recourir à cette technique-là pour aller chercher une meilleure limite de détection, mais ça ne permet pas de corriger le bruit d'obscurité. Par contre, pour réduire le bruit d'obscurité, la meilleure façon, on regarde, selon le graphique, là, plus il fait froid, plus basse est le bruit d'obscurité, et donc, ça permet de faire mieux ressortir les signaux faibles provenant des échantillons. On va être capable donc de détecter des éléments moins concentrés. Dans les spectromètres que nous utilisons, les détecteurs sont refroidis à des plus basses températures. Donc, ils sont refroidis par effet Peltier. Effet Peltier, c'est un processus là, qui permet de refroidir des composantes. C'est une façon de refroidir des objets par extraction de chaleur. Donc, une façon d'extraire de la chaleur, c'est la pompe, le cycle de Carnot. Donc, c'est comme ça que les réfrigérateurs que vous connaissez sont refroidis. À l'aide, là, ça prend deux composantes importantes. Là, ça prend un compresseur pour comprimer un liquide réfrigérant. Ça peut être l'ammoniac, ça peut être le fréon. Euh,
Et puis, ça prend un détendeur. Donc, on joue, autrement dit, sur l'enthalpie du gaz caloporteur et du phénomène d'extraction d'énergie par compression et par dilatation pour refroidir un réfrigérateur. L'effet Peltier, c'est un autre phénomène qui donne le même résultat. On peut refroidir des objets par effet Peltier, mais là, je ne vous expliquerai pas en détail le processus parce que ça sort du corps du cours. Vous aurez faire une petite recherche sur Internet pour mieux comprendre l'effet Peltier. Donc, nos spectromètres sont refroidis, les détecteurs, par effet Peltier. Ça permet d'aller chercher une plus basse limite de détection. Donc, une meilleure, autrement dit. Le bruit de lecture, c'est une autre sorte de bruit qui n'a rien à voir avec la température des composantes. C'est plutôt un bruit qui est associé au transfert des électrons. Donc, les électrons, eux, pour sortir de l'atome puis pour être changés au condensateur, ils doivent traverser plusieurs puits de potentiel. Donc, passage d'un puits de potentiel vers en suivant. Bon, c'est bizarre comme phrase, mais en tout cas. Les charges sont déplacées de façon séquentielle d'une ligne à l'autre et d'une colonne à l'autre. Et ça crée un bruit de signal, un bruit de lecture. Donc, ce bruit-là, il est inférieur à 10 électrons. C'est un bruit quand même relativement bas. C'est pas ce qui limite le plus la limite de détection des systèmes, mais il existe. Et finalement, le dernier type de bruit qui contribue à détériorer un petit peu la limite de détection des analyses des spectromètres, c'est le bruit de signal, inévitable et proportionnel à la racine du nombre d'électrons créés par le détecteur. Donc c'est un bruit qui n'existe que seulement pendant l'analyse. C'est un signal d'électrons qui se rajoute. Ce sont des électrons qui ne proviennent pas d'un photon en particulier. Ce sont des électrons. Normalement, c'est des électrons qui proviennent de l'attraction de d'autres électrons en mouvement et qui vont contribuer à charger le condensateur. Donc, ça, on ne peut pas vraiment l'éviter. Euh, et ça s'applique à peu près pour les longueurs d'onde entre 400 et 1000 nanomètres. Donc, c'est un bruit de signal. Et ça aussi, c'est relié à l'efficacité du signal, c'est-à-dire la quantité, autrement dit, la proportion des électrons qui proviennent finalement de la collision d'un photon. Dans l'ultraviolet, les détecteurs sont éclairés par l'arrière. Un détecteur, un pixel, c'est comme une plaque, une petite plaquette de silicium. Donc, c'est comme une feuille de silicium très très mince, quelques microns. Donc, il y a une face avant et il y a une face arrière. La face avant, elle, la plupart des longueurs d'onde, c'est par la face avant que vont être dirigées les longueurs d'onde. Sauf que dans l'ultraviolet, on va recourir à un miroir et on va clairer de l'autre côté les UV, comme par exemple les éléments légers comme le phosphore, le carbone et le soufre. Les UV sont plus intenses, donc on va utiliser les UV de ces éléments-là pour l'analyse de ces éléments-là respectifs. Et dans l'avant, l'efficacité est très faible. Donc, autrement dit, le rayonnement UV, lorsqu'on l'éclaire par l'avant du détecteur, la quantité d'électrons générés par les photons, autrement dit, vous pouvez avoir 100 photons qui arrivent, puis il y a seulement 3-4 électrons qui vont être percutés par les photons. Donc, on va générer un signal très très faible. Ça contribue donc à faire en sorte que la limite de détection pour les éléments légers va être très faible. Par contre, si on éclaire de l'autre côté par l'arrière, l'efficacité, le nombre de photons qui vont percuter les électrons va être multiplié par à peu près 20 à 30. Fait qu'au lieu d'avoir seulement 2 à 3% des photons qui génèrent des électrons, on va en avoir 40 à 50. Donc le signal va être beaucoup plus élevé. Ça va permettre de diminuer la limite de détection. Donc, mode de fonctionnement, la réfrigération, tantôt j'en ai parlé, on le répète ici, la réfrigération intéressante dans deux cas, application de procédés nécessitant une stabilité élevée à long terme dans des conditions climatiques variables. Donc, comme par exemple,
dans les spectromètres, si on n'est pas en mesure de contrôler la température à l'intérieur du spectromètre, donc la température des détecteurs par effet Peltier, ben le spectromètre va être à la merci de son environnement. C'est-à-dire qu'on pourrait placer un spectromètre dans un local à 30 degrés C, ben il va être moins performant que si ce même spectromètre-là est placé dans un local à 15 ou 20 degrés. Donc, pour essayer d'éviter de faire en sorte que le spectromètre soit à la merci des températures dans le lab dans lequel il se trouve, il est nécessaire d'avoir recours à la réfrigération des détecteurs à l'intérieur du système. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ça permet donc de diminuer le bruit d'obscurité. Donc, ainsi d'avoir une limite de détection raisonnable. Donc, si je fais un résumé du mode de fonctionnement du spectromètre, donc vous voyez peut-être l'ensemble des composantes à l'intérieur ici, là. On voit le grating, ça c'est le réseau de diffraction, la fente d'entrée, les détecteurs, bon, ok. Donc, c'est une source de lumière polychromatique qui est générée par le chauffage localisé de l'échantillon. Donc, tous les éléments émettent leur ray spectral, de sorte qu'on a énormément de longueurs d'onde là, qui vont être générées sur la surface de l'échantillon. Donc, une lumière dite poly. Poly, c'est plusieurs. Chromatique, c'est une longueur d'onde. Donc, polychromatique, plusieurs longueurs d'onde. La lumière passe par une fente primaire et donc elle va diffracter sur un certain angle d'ouverture. Vous êtes en mesure de le voir là. Il y a une diffraction qui se fait en ouverture. Le faisceau émis est collimaté par un petit miroir. Le faisceau se décompose. Ce petit miroir, ça se trouve être le réseau de diffraction, là. Le faisceau se décompose en spectres en réfléchissant chaque longueur d'onde dans des directions différentes. Et puis, les raies spectrales viennent se former sur le socle de Roland. Donc, au niveau des détecteurs, les raies choisies passent par des fentes secondaires. Donc, autrement dit, là, les longueurs d'onde qu'on n'utilise pas, elles sont bloquées par des obstacles entre le réseau de diffraction et les détecteurs. Et les raies isolées, soit qu'on a laissé passer à travers des fentes secondaires, frappent un miroir cylindro-concave et focalisé sur la cathode d'un récepteur photoélectrique CCD. Puis le CCD, le détecteur, convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc ça, je pense que ça forme un bon résumé de l'ensemble du spectromètre. C'est certain qu'ici, là, on n'est pas inclus la partie excitation et chauffage de l'échantillon. Donc, ce qui est peut-être utile pour vous, ben peut-être plus utile pour vous en tant que technicien. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la raison, une des raisons fondamentales pourquoi il existe le cours d'analyse chimique, puis qu'on vous montre comment faire des analyses chimiques. Ben, je vais peut-être vous décevoir en vous disant ça, mais souvent, dans les vraies usines, comme dans les aciéries, les alumineries, toutes les aciéries et toutes les alumineries, toutes les usines qui fabriquent des métaux, puis qui les livrent sous forme de produits semi-finis, comme les billettes, les brames, des anodes, si on pense aux fonderies de cuivre, ben, elles ont toutes des spectromètres qui permettent l'analyse des métaux réduits avant la livraison, des produits semi-finis. C'est obligatoire parce que donc on a obligé il y a plusieurs années aux entreprises qui fabriquaient des métaux à travers le monde, mais c'est pas tous les pays qui le font là, mais aujourd'hui presque tous là, mais ça n'a pas été toujours le cas. C'est que les clients, eux, ont besoin d'avoir la preuve que la composition chimique de ce qu'ils reçoivent eux-mêmes comme clients là, corresponde bien à l'alliage qu'ils ont demandé. Donc là, ben, c'est pour ça que les fournisseurs de métaux doivent avoir des spectromètres. Ils vont prendre des analyses à partir d'échantillons prélevés à même la charge élaborée. À l'étape, généralement, ça se fait à l'étape de la, avant la coulée. Donc, juste avant la coulée, là, mettons une charge d'acide liquide au four arc électrique. Donc, on va prendre un échantillon, on va le laisser refroidir dans un petit moule. L'échantillon refroidi va être envoyé dans un laboratoire et puis adjacente à l'usine. Et puis, dans le laboratoire, ben, il va y avoir un technicien ou un opérateur qui va recueillir l'échantillon prélevé, refroidi, sous forme de pion, par exemple,
et va préparer l'échantillon, donc le surfaçage, et ensuite va effectuer l'analyse avec son spectromètre. Puis là, après ça, ben, il va s'assurer que tout se passe bien, que le spectromètre fonctionne bien, entre autres, que l'échantillon soit représentatif. Il va s'assurer que le résultat est fiable. Et puis, il va envoyer le résultat à la fonderie. Et c'est uniquement à partir du moment où ce que les opérateurs ou le contremaître à la fonderie a la preuve que la charge qu'ils viennent de terminer d'élaborer a bel et bien la composition chimique prévue, que là, ils vont avoir la permission de déverser la charge liquide, par exemple, ça pourrait être à la coulée continue, pour finalement solidifier, fabriquer les brames ou les billettes en acier, par exemple. Donc, et là, ce résultat-là, il est certifié. Il va, il va accompagner la livraison du matériel au client. Donc, pour montrer bel et bien au client que la composition chimique correspond bien à ce qui a été demandé. Donc, ça, c'est systématique, c'est obligatoire. Donc, vous voyez que les spectromètres ont un rôle extrêmement important dans l'industrie métallurgique. Mais là, ce que je veux vous expliquer, c'est que la personne physique qui fait l'analyse, c'est très souvent, c'est pas un technicien en métallurgie. Ça peut être un simple opérateur qui n'a pas vraiment de formation. Lui, oui, il a eu une formation en usine, mais qu'on ne lui demande pas un diplôme particulier pour faire la tâche. Donc, c'est lui qui va surfacer l'échantillon. C'est cette personne-là qui va tout simplement placer le pion sur le plateau, puis appuyer sur le bouton. Donc, les spectromètres modernes d'aujourd'hui sont tellement devenus simples d'utilisation qu'avec les années, ben, les entreprises se sont aperçues, bon, ben, pourquoi payer un technicien à 100 000 par année pour placer, c'est pas vraiment pour le salaire, c'est plus aussi pour un technicien, les usines les trouvent plus utiles à régler des problèmes que de faire des tâches routinières et très faciles à faire. Donc, là, souvent, ben, le technicien en métallurgie, lui, son rôle, il va être responsable du lab. Mais c'est pas lui qui va faire l'analyse, qui va placer l'échantillon sur le plateau, puis faire l'analyse, puis donc il va avoir un subalterne qui va faire ça. Mais c'est seulement au moment où là, il y a un problème, comme par exemple, imagine la situation. Euh, une journée comme ça, là, on prend, bon, comme je vous ai expliqué, là, on vient de terminer l'élaboration d'une charge en acier, on envoie l'échantillon, et puis là, ben, on fait l'analyse, l'analyse est renvoyée à la fonderie, et puis là, le contremaître s'aperçoit que la teneur en manganèse de l'acier, qui s'attendait d'avoir autour de 0,6, mais le résultat rentre, puis ça marque 2, bien au-dessus du maximum euh, permis pour la charge qui vient d'être faite. Donc, là, l'opérateur à la fonderie, il se dit quoi, lui? Ben, il y a deux possibilités dans sa petite tête d'opérateur de contremaître ou de responsable à la fonderie. Soit que le lab, il s'est trompé dans son analyse, ou soit que lui, il s'est trompé en faisant sa charge. Il a mis beaucoup trop de manganèse. Puis, bon, il a mis beaucoup trop de manganèse. C'est-tu par une erreur de calcul, un horaire d'opération, un de ses opérateurs qui était dans l'une, ou là, il faut absolument savoir c'est quoi. Est-ce qu'il y a réellement 2% de manganèse dans la charge ou c'est ce 2%-là provient tout simplement d'une erreur d'analyse au laboratoire? Donc, vous voyez là, le contexte, c'est là que le technicien en métallurgie va intervenir, quand il va être avisé comme de quoi que, oups, le résultat qui est rentré n'est pas du tout à ce à quoi on s'attendait. Et c'est là que vous, en tant que technicien, dans ce genre de situation-là, que vous allez intervenir. Donc, il y a une anormalité qui s'est passée, un problème. Donc, vous devez, de votre côté, le contremaître ou le technicien en procédé, là, lui, il va s'assurer avec ses opérateurs que tout a été bien effectué. Il va aller s'assurer que ses équipements ne sont pas la cause du fait qu'il y a eu trop de manganèse d'ajouter. Mais vous, en tant que technicien en contrôle, de votre côté, en même temps, en parallèle à ça, vous allez devoir vous assurer que le pion a réellement 2% de manganèse. Et c'est pas une erreur due au spectromètre ou une erreur due à l'opérateur. Donc, vous allez participer à enquêter ou sur le fait que vous, de votre côté, vous devez vous assurer que le spectromètre a bien fonctionné,
que l'échantillon a bel et bien 2% de zinc et c'est pas dû à une analyse du spectromètre. Donc vous allez vous assurer de ça. Bien entendu, c'est ce qu'on va faire là, si je vais être un petit peu plus précis là, dans le sujet que j'aborde, c'est le lab dispose de nombreux standards. Là, on va analyser des standards dont on connaît la teneur en manganèse. On va vérifier si le spectromètre il analyse bien la teneur en manganèse qui est indiquée sur la certification des standards. Donc ça, c'est la première, là. C'est la façon de faire pour vérifier. C'est la première chose à faire, autrement dit, pour vérifier le bon fonctionnement d'un spectromètre, c'est de disposer de standards dont on connaît précisément la composition chimique et de faire analyser les standards par le spectromètre pour voir si le spectromètre nous dit. C'est comme un détecteur de mensonges pour le spectromètre. Là. Nous, on connaît la composition, on va juste vérifier si le spectromètre il nous dit la vérité, s'il analyse bien ce que fait que là, à partir du résultat, il y a deux possibilités. C'est que soit que le spectromètre analyse correctement le standard, puis on peut en passer quelques-uns différents aussi pour être certain. Là, on est sûr que non. On est à peu près sûr à 95% à ce moment-là là, qu'il y a réellement 2% de manganèse dans l'échantillon prélevé à la charge là, à la fonderie à ce moment-là. Sinon, si mettons, on analyse le standard puis que, oups, le spectromètre vraiment, il lit vraiment à côté. Donc là, vous venez de savoir que le problème vient de votre côté. Vient du spectromètre, vient du lab, et non pas à la fonderie. Et là, à ce moment-là, là, ça devient plus compliqué du côté du technicien de contrôle. On sait maintenant que le spectromètre ne fonctionne pas bien. Quel est le problème précis qui fait que le spectromètre ne fonctionne pas bien? Donc, vous n'avez pas besoin d'être des experts. C'est pas vous qui avez construit le spectromètre. C'est pas vous qui l'avez conçu. Sauf que vous devez avoir certaines bases. Avant d'appeler le fabricant tout de suite, là, vous devez avoir un certain niveau de connaissance du spectromètre pour faire les premières, disons, les premières investigations. Okay? Est-ce que le spectromètre a été bien entretenu? On peut refaire la calibration complète. On peut faire un nettoyage du spectromètre, vérifier la qualité des gaz. Est-ce que les gaz sont les bons? Voyez là, c'est le genre de choses qui, t'as pas besoin de faire venir le fabricant là, donc qui coûte de l'argent à faire venir. Donc vous êtes payé là, déjà là pour faire une première investigation. Fait que il y a des bonnes chances que vous puissiez être capable de détecter la source du problème, mais ça passe à partir de connaissances acquises. Donc c'est d'où le but du cours là, que je vous donne. Là. À ce moment-là, là, après ça, lorsqu'on a fait ce qu'on est en mesure de faire, puis si ça fonctionne pas bien encore, là, puis que la source du problème vraiment, là, c'est une composante à l'intérieur du spectromètre qui est brisée ou une lentille qui s'est contaminée, ou là, ben, tout dépendant de la formation que vous avez reçue de la part de l'entreprise, vous pouvez être capable vous-même de faire régler le problème. Mais là, des fois, quand ça vient trop complexe ou qu'on finit par pas trouver la raison du problème, c'est certain qu'en bout de ligne, on va finir par appeler le fabricant, un technicien du fabricant qui, lui, va finir par se déplacer, arriver sur place, puis tenter de corriger ou de réparer le spectromètre. Mais ça demeure quand même important que vous, en tant que technicien, puissiez avoir des connaissances de base sur l'équipement que vous utilisez. C'est bien important. C'est un peu comme une voiture. Donc, quand tu as une voiture, bon, c'est toujours un peu plus utile de savoir un peu comment ça fonctionne, d'être capable de... Bon, c'est sûr que là, une voiture, beaucoup de monde, la forte majorité des gens, aussitôt quelque chose qui fonctionne pas bien, on se casse pas la tête, on s'en va au garage. Là. Mais dans le cas d'un spectromètre, là, pour que ça aille bien en usine, là, ça prend un certain niveau de connaissance. S'assurer que toutes les composantes soient bien fixées, ben ça, c'est... Un spectromètre, là, c'est un appareil où il n'y a rien de mobile là-dedans. Tout est fixé. Il n'y a rien qui bouge. Puis aussitôt qu'un spectromètre est déplacé trop rudement, qu'il y a un choc, ça peut déranger le spectromètre. Donc un choc, là, que pendant le transport, pendant les manipulations, ça peut faire en sorte, par exemple, que un détecteur ou le réseau lui-même soit légèrement déplacé. Et là, c'est tellement précis, là, c'est des questions d'Armstrong, de nanomètres, et ça peut faire en sorte qu'un spectromètre puisse ne plus bien fonctionner après. Donc c'est très fragile. Le réseau, attention aux fantômes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a des longueurs d'onde parasites qui peuvent être
provenir du réseau de diffraction dû à un désajustement. Effet du second ordre, les filtres adéquats. Le second ordre, ben, vous voyez que par le phénomène d'interférence, hein, ça se produit sur différents angles, différents ordres pour une même longueur d'onde. Donc, les fabricants, dans la conception du réseau optique, prévoient l'existence des seconds et des seconds ordres sur les différentes longueurs d'onde pour pas qu'elles viennent interférer sur d'autres ondes dans le premier ordre qui servent à l'analyse. Fibre, nettoyage des poussières, attention aux fibres de gros diamètre. Donc, il y a de la fibre optique à l'intérieur du système qui peuvent se salir avec le temps. Ça, ben, il faut que ce soit. Normalement, les systèmes prévoient des méthodes pour d'auto-nettoyage, c'est-à-dire que on peut injecter de l'argon à très haut débit dans les fibres ou autour des fibres pour essayer de dégager la poussière. Bruit, utiliser l'option correction de bruit, attention à la température ambiante. Donc, quand il fait trop chaud, là, nous, on l'a vécu au département. On a eu, bon, là, c'était avant que vous arriviez, mais on a eu des années là où la salle de spectrométrie n'était pas climatisée. Donc, ça a été comme ça pendant de nombreuses années, ce qui fait que les laboratoires là pouvaient s'étendre jusqu'à la fin. Il y a eu des périodes là où le cours se faisait en dernière session dans l'ancien programme. Et c'est des cours qui se donnaient à partir de début mars et qui se terminaient à la fin juin. À cette époque-là, les étudiants, les troisièmes en contrôle, ils faisaient des stages là, tout de suite après les fêtes. Ils faisaient leur stage tout l'hiver, puis ils revenaient début du mois de mars pour faire leur session. Donc la session était décalée, plus loin vers l'été. Et là, ben, on faisait de l'analyse spectrale. Là, il pouvait faire 30-32 degrés dans le local. Donc, c'était pas climatisé, puis il faisait très chaud. Et là, on avait des gros problèmes à analyser les éléments les plus légers, en l'occurrence le carbone et le soufre de l'acier, qui sont à peu près deux des éléments les plus importants à analyser dans l'acier. Ben, ça fonctionnait plus ou moins. Donc, c'était un petit peu décevant parce que on avait des beaux équipements à 75 000 mais on les mettait dans des locaux à 32 degrés C qui faisaient en sorte. Fait que on a mis longtemps de la pression sur la direction pour avoir l'air climatisé dans ce local-là. Après de nombreuses années d'efforts, on a réussi à faire installer l'air climatisé. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. L'analyse du spectre. Ben, du coup que vous avez l'intensité du signal pour chaque longueur d'onde, ben, vous avez le travail, l'aspect qualitatif du spectromètre est rempli. Hein. Aussitôt que la longueur d'onde d'un élément arrive sur son groupe de pixels, le spectromètre sait tout de suite qu'il y a présence de l'élément en question dans l'échantillon. Donc ça, c'est l'aspect qualitatif. Est-ce que l'élément est là ou pas dans l'échantillon? D'un coup qu'on sait qu'il est là, ben là, le travail qui reste à faire, c'est l'aspect quantitatif. Donc, pour que l'analyse spectrale devienne quantitative pour un élément en particulier, c'est-à-dire en arriver à avoir, par exemple, le pourcentage massique du chrome dans l'échantillon, il faut faire un exercice de comparaison. Donc, l'analyse spectrale, comme la plupart des technologies d'analyse, c'est par comparaison. On compare le signal d'un échantillon par rapport à celui qu'on a obtenu à partir de standards ou d'échantillons connus. OK. Donc ici, il y a une faute. Un échantillon. Échantillon, c'est masculin. Donc, un échantillon inconnu qui contient tous les deux. Encore ici, mon Dieu, tous les deux, le dit élément. Bon, OK. Donc, pour qu'elle devienne quantitative pour un élément particulier, il faut faire un exercice de comparaison entre un échantillon connu et un échantillon inconnu, qui contiennent tous les deux le dit élément. Donc, on compare. Autrement dit, le signal. Mettons, j'ai un inconnu, là, il me donne un certain signal, puis je vais comparer ce signal-là avec le signal que me donnait un standard dont je connaissais la concentration en chrome. OK? Mais cette comparaison-là, elle se fait un petit peu à notre insu quand on fait une analyse spectrale. Hein? Quand vous faites une analyse,
On n'a pas besoin systématiquement à chaque fois d'un standard. Puis là, je vais lire le signal. Après ça, je passe mon inconnu, puis je compare les deux pour essayer d'avoir. Non, c'est pas comme ça tout à fait que ça marche. Mais le logiciel du spectromètre le fait à notre place. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une courbe de calibration d'un élément. C'est la courbe de calibration du carbone. Le carbone, quand on l'analyse, là, on utilise la longueur d'onde de 193 nanomètres. Donc, c'est dans le UV, ça. Donc, dans le spectromètre, là, c'est l'une des 2 ou 3 longueurs d'onde qui sont utilisées, qui proviennent de l'atome de carbone, 193,1 et quelques nanomètres, qui va arriver, s'il y a du carbone dans les échantillons, ce qui arrive tout le temps lorsqu'on analyse un acier, bien entendu, cette longueur d'onde-là va arriver sur une rangée de pixels bien précis, qui est reliée à son condensateur. Et là, les électrons vont être chargés au condensateur, ensuite déchargés. Il va y avoir un petit ampèremètre qui va compter le nombre d'électrons qui ont été chargés pendant le temps d'analyse. Et ce nombre d'électrons-là va être converti en numérique. Donc, l'ampèremètre, il fournit un signal analogique qui est converti en signal numérique, qui va donner ce qu'on appelle un nombre de coups, ou un nombre de counts. En anglais, c'est count, mais un nombre de coups. Et ce nombre de coups-là va être ensuite, donc intensity ratio, vous voyez là, le nombre de coups va être utilisé. On va lire, on va aller sur la courbe de calibration, puis finalement avoir une concentration massique qui est exprimée sur l'échelle horizontale. Donc, la courbe de calibration, elle fait la conversion entre le signal provenant des détecteurs silicium et la concentration massique de l'élément en question correspondant. Vous voyez que la courbe, là, il y a tout un ensemble de petits points là, qui l'entourent. Ben, la courbe, c'est la régression logarithmique qui passe sur l'ensemble des points. Donc, à peu près, je dirais qu'à peu près 200 points là, qui sont distribués. Là. C'est 200 standards différents. Chaque point correspond à l'intensité du signal en fonction des standards en carbone. Donc, la compagnie qui a fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué des standards. Donc, elle a ajouté des atomes de carbone dont on connaissait la quantité, bien entendu. Donc, elle connaissait, en fabriquant le standard, la quantité d'atomes de carbone, donc la concentration massique. Ensuite, elle a pris le standard, elle a fait lire par le spectromètre fabriqué l'intensité du signal que ça donnait, puis elle a placé l'information par un point. Donc, par exemple, mettons, le standard avait 1% de carbone, puis là, ils l'ont passé au spectromètre, ils ont été lire l'intensité de la longueur d'onde de 193 nanomètres que ça créait, puis ils ont été placer le point, pourcentage de carbone 1%, niveau d'intensité sur l'échelle verticale. Puis là, ils ont fabriqué un autre standard en faisant varier la teneur en carbone, en mettant un peu moins, un peu plus. Puis ils ont fait la même chose. Puis ils ont fait ça, là, quelques centaines de standards comme ça. Là, l'important, c'est de faire des standards avec une large variété de teneur en carbone. Ici, la courbe elle va jusqu'à 3%. Donc, c'est une courbe qui pourrait servir pour l'analyse des fontes. OK? Et là, bon, ben, ils ont tout fait ça comme ça. Donc, chaque point représente une intensité de la longueur d'onde de 193 nanomètres en fonction du carbone ajouté dans chaque standard. Donc, voyez-vous la complexité du travail. Donc, ça prend plusieurs années pour une entreprise. Là, ça, c'est rien que pour un élément. Mais imaginez, ils l'ont fait pour plusieurs éléments, ce travail-là. Donc, c'est énormément d'investissement, de travail, à en arriver à avoir une seule courbe de calibration pour un élément donné. Imaginez donc aller faire la même chose. Il faut que chaque élément qui est intéressant à analyser dans toutes les bases métalliques puisse avoir sa courbe de calibration fabriquée de cette même façon-là. Donc, acheter des courbes de calibration, c'est dispendieux. Donc, c'est pas seulement le spectromètre qui est cher à acheter, mais quand vous achetez le spectromètre, c'est seulement le matériel, la machine. Après ça, ça prend les courbes de calibration et il faut débourser des frais supplémentaires pour avoir les courbes de calibration.
Donc c'est un peu comme un ordinateur. Hein. Vous achetez un ordinateur, mais mettons, si vous avez juste Windows dedans, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc là, vous devez acheter des logiciels en surplus. Excel, Word, etc. C'est un peu l'équivalent ici. Voilà. Et voyez la forme de la courbe. C'est les, les- c'est elle a un comportement logarithmique. On le voit un peu, là, c'est pas parfaitement linéaire. Ça, c'est universel. Hein. Vous allez très bien le voir parce qu'il y a un phénomène de saturation qui se crée ici. C'est la raison pour laquelle c'est logarithmique. Là, à un moment donné, là, mettons, si on faisait un échantillon à 20% de carbone, là, probablement qu'on atteindrait un plateau. Et on ne serait pas capable d'analyser en haut d'un certain pourcentage parce que là, le signal se saturerait. Donc, il faudrait procéder autrement après ça pour. Vous allez voir à peu près un phénomène semblable avec l'absorption atomique. Là, vous allez très bien le voir, la relation logarithmique entre la concentration d'un élément dans un échantillon et le niveau de signal sur un détecteur. Malgré qu'au niveau de l'absorption atomique, cette saturation-là, ce lien logarithmique-là, n'est pas dû au détecteur lui-même et est dû à un phénomène physique qui est en rapport avec la loi de Beers, qu'on appelle, mais ça, je vous en parlerai en absorption atomique, dont il faut tenir compte de manière importante en absorption atomique, mais qui n'est pas qui n'a pas le temps d'apparaître en analyse spectrale ici, parce que c'est pas un phénomène d'absorption en analyse spectrale. Il y a pas de, il y a pas on ne joue pas sur l'absorption d'un élément pour détecter dans la détection en spectromètre optique. Fait qu'on voit pas là. Le lien, la relation logarithmique est en lien avec la saturation du détecteur. Donc, chaque longueur d'onde utilisée, en bas, j'ai la phrase qui est en bas, là, chaque longueur d'onde utilisée pour l'analyse d'un élément possède sa courbe fabriquée à partir de dizaines de standards certifiés par le fabricant. Le résultat, analyse des résultats. Donc, lorsqu'on fait premièrement, lorsqu'on fait des analyses, c'est jamais une seule brûlure. On en fait minimum trois, puis des fois, souvent, il faut en faire une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième. Le but, c'est d'avoir au minimum trois analyses près les unes des autres. Donc, il y a une notion, non seulement il y a une notion de moyenne, c'est certain qu'on va faire la moyenne des résultats, mais il y a une notion d'écart-type. Donc, en analyse spectrale, là, pour être certain qu'on a le bon résultat, une des façons, c'est qu'on analyse toujours la même chose. Donc, ça, c'est le- la fidélité. On vise toujours à la même place. C'est comme quand vous lancez, faites une compétition de fléchettes, là, puis vous visez toujours au même endroit, vous êtes fidèle. C'est ça la fidélité. Donc, on analyse, puis on a toujours à peu près le même résultat, là, très proches les uns des autres. Ça, en spectromètre à émission optique, là, ça, c'est extrêmement important d'obtenir lorsqu'on fait des analyses. Si d'une brûlure à l'autre, le résultat de l'analyse fluctue de manière trop importante, ça veut dire vous ne pouvez pas faire la moyenne de ça. La moyenne n'est pas fiable. Donc, pour qu'une moyenne devienne fiable en analyse spectrale, il faut aussi que les résultats soient fidèles. Donc, l'exactitude, c'est quoi? L'exactitude, c'est que le résultat final, qui est une moyenne de plusieurs brûlures, ben, il puisse être représentatif de ce qu'il y a dans l'échantillon. Donc, une moyenne très près de la valeur X. X, c'est la valeur vraie. Donc, la concentration réelle dans l'échantillon, que l'humain ne connaît pas forcément, mettons que Dieu connaît. Là. Lui, il sait que tel. Je dis pas Dieu parce que je suis croyant ou religieux, là. Je dis, mettons, juste pour vous faire comprendre que le spectromètre, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher la vraie information. La vraie information, elle existe toujours, mais on ne la connaît pas tout le temps. Donc, on la connaît par l'analyse spectrale, mais si le spectromètre veut nous donner un résultat qui est près de la réalité, donc ça, c'est l'exactitude. L'écart type mesure la fidélité. Donc, toujours la même chose. Donc, on cherche un petit écart type. OK? Ce qu'on veut, là, lorsqu'on fait une analyse spectrale, là, c'est dommage, il n'est pas marqué dans le PowerPoint, mais on veut avoir en bas de 5% d'écart type relatif. Donc, l'écart type relatif, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Ok, je vous expliquerai ça. Là. Je ferai une autre capsule, parce que là, je me rends compte qu'il manque d'informations pour que vous compreniez là, sur mon PowerPoint. Je ferai une autre capsule pour détailler ça davantage pour la semaine prochaine.
Donc de là, on va discerner deux types d'erreurs. Parce que quand on fait une analyse spectrale, on veut s'approcher de la vérité. Puis pour être le plus près possible, ok, qu'est-ce qui va nous éloigner du vrai résultat? Autrement dit, c'est deux types d'erreurs. Des erreurs systématiques ou des erreurs accidentelles. Donc des erreurs systématiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vise toujours à la même place. C'est comme, mettons, vous jouez aux fléchettes, puis là vous avez une cible, on veut viser le centre. Mais vous lancez vos fléchettes, puis votre flèche, elle tombe toujours à la même place, mais loin du centre. Donc on vise, on analyse toujours la même chose, mais on n'est pas, c'est pas, ça correspond pas à la réalité. Donc ça, on appelle ça une erreur systématique. On fait toujours la même erreur. Tandis que des erreurs accidentelles, elles, ce qu'elles vont faire, c'est que on, on va, on va lancer la flèche, on va être à côté souvent, mais la flèche, elle va se répartir autour de la cible à différents endroits. De sorte que si on fait une moyenne, ben ça va correspondre à peu près grosso modo au centre de la cible. Ça s'appelle des erreurs accidentelles. Autrement dit, une erreur systématique, c'est que c'est toujours la même cause qui fait que tu es écarté de la vérité, ce qui fait tout le temps viser au même endroit. Tandis que des erreurs accidentelles, c'est des petites causes qui diffèrent d'une analyse à l'autre, qui vont te faire éloigner du vrai résultat. Choisir son spectromètre. Donc, bon, ça, quand on magasine un spectromètre, souvent, ben, il faut expliquer au fournisseur qu'est-ce qu'on veut faire exactement pour qu'il puisse nous proposer le bon modèle en fonction de ce qu'on veut faire. Puis apporter des ajustements aussi, ajouter des composantes ou. Donc, de manière générale, un bon spectromètre, c'est quoi là? La luminosité de la source, très ou peu lumineuse. De base, optique irréprochable, bonne électronique, bon logiciel, puis connaître les facteurs qui limitant des composantes. Donc, c'est les critères sur lesquels on va se baser pour partir notre choix, notre magasinage de spectromètre. Je vais juste vérifier combien de temps j'ai utilisé parce que j'avais l'intention de me rendre au moins jusque-là. Euh, je suis rendu où là ici? Ben, 57. Ok, parfait. Je vais prendre les trois dernières minutes là, pour juste parler de la diapo que vous voyez ici. Donc, préparation. Ça, c'est hyper important pour vous, toute cette diapo-là. Il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir, c'est facilement compréhensible cette fois-ci. Donc, la première qualité d'un échantillon, c'est sa représentativité. Okay? Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en usine, lorsqu'on veut analyser une charge d'acier, on va prendre quelques grammes d'acier d'une charge de plusieurs dizaines de tonnes. Donc, il faut autrement dit admettre que la composition chimique du, du 200 grammes, du 300-400 grammes d'acier liquide que je fais refroidir dans un petit moule, sa composition chimique soit la même que dans l'ensemble de la charge. Et que la composition chimique dans le pion prélevé soit homogène. Ça, c'est super important. Donc, par exemple, s'il y a réellement, je sais pas moi, il y a réellement 0,5% de carbone dans 140 tonnes d'acier dans un four arc électrique. OK? Donc, moi, je veux qu'au spectromètre, il me dise 0,5%. Mais pour ça, il faut d'une part que quand on prend une louche, on prend un échantillon d'acier liquide, ben que la composition chimique dans le volume que j'ai pris puisse être de 0,5 aussi. Puis d'un coup que le petit pion est refroidi, ben il faut que le 0,5 soit réparti également dans tout le pion. Parce que quand on fait de l'analyse spectrale, on analyse que la surface. Donc imaginez que lors du refroidissement, le carbone ne se répartisse pas uniformément entre la surface et le cœur du pion. Fait que, mettons, il y a 0,7% de carbone au cœur, puis on a 0,3% de carbone en surface. Mais moi, au spectromètre, je vais lire 0,3. Mais dans la charge, il y a 0,5. Donc, représentativité, il faut que le résultat au spectromètre, ben, la quantité de carbone que dans la zone de brûlure, la concentration en carbone que dans la zone de brûlure, puisse être le plus proche possible ou la même que la concentration de carbone moyen dans toute la charge de 140 tonnes. Sinon, si mon échantillon n'est pas représentatif, si ma zone de brûlure n'est pas représentative, le spectromètre ne sert à rien. Okay? Donc ça, c'est super important. Et il faut que la composition chimique soit homogène
tant dans la charge de 140 tonnes que dans le pion lui-même prélevé. Euh, Éviter la contamination. Il ne faut pas toucher avec les doigts. D'un coup, vous avez terminé la préparation de l'échantillon. Juste avant de mettre l'échantillon sur le plateau, il faut éviter de toucher avec les doigts. Surtout parce que vos doigts contiennent du carbone sous forme de graisse. Et ce carbone-là va être analysé. Puis il va se rajouter au carbone de ce qu'il y a dans l'acier. Donc ça va créer une légère erreur par excès. Et ne pas prendre un même tapis pour différentes bases métalliques. Encore une erreur ici. Base. Corriger pendant que j'ai le temps, même pendant que j'y pense finalement. OK. J'essaie de me dépêcher là, pour raccourcir la capsule. Euh, Lors de son surfaçage. Et ainsi fausser par excès l'analyse du fer dans l'échantillon d'aluminium. Écoutez, ce que je vais faire, là, je me rends compte que j'en ai trop à dire dans cette capsule-là. Je vais arrêter la capsule, puis je reprendrai ça la semaine prochaine, si vous me le permettez.